7. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 4e semaine de NFL. Que du bonheur. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdo où nous analysons, décortiquons toute l'actualité de la NFL de façon magique et joyeuse. Sachez qu'aucun d'entre nous ne porte de pantalon alors qu'il est. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs, mais les matchs, les tueries, quoi, ceux dont il faut vraiment parler, et aborder les sujets bouillants ou qui nous intéressent, nous seulement, de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone parce qu'il faut bien qu'on s'amuse et puis c'est gratos et puis fais pas chier. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, envoie le lien à ta mère et fais-nous un petit coucou dans les commentaires. Sans plus attendre, notre équipe d'experts, machin, il fait une tête bizarre, il fait la gueule, il n'a pas aimé ce que j'ai dit, c'est Rémi. Bonsoir Rémi. Si, j'adore tout ce que tu dis. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Olivier, bonsoir Greg. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, Greg, c'est la petite star qui monte sur la petite chaîne qui monte. Voilà, c'est notre homme des médias, notre man inside. On lui a dit qu'on parlait des Falcons ce soir, donc il est là, c'est Greg. Bonsoir. Tout à fait, je suis là pour parler de mon équipe, contractuellement, je suis obligé. Voilà. Et en tout cas, j'aime beaucoup l'architecture américaine du sud-ouest de la France que je vois derrière Olivier. Donc, voilà, Olivier, on l'appelle Buzz, pas Buzz l'éclair, juste parce qu'il a un équipement subpar. Donc si tu entends un grésillement, c'est Buzz, c'est lui, c'est Olivier Rival. Olivier Rival, c'est l'auteur de l'excellent bouquin L'Amérique et le sport, disponible sur tous les bons coins de France. Ouais, voilà. Les brocantes surtout. C'est ça. Ce soir, la Experts World Cup, on va parler field goal pour les Bengals et les Dolphins. Est-ce que c'est la off-season? Ça, c'est un peu un truc de bâtard, hein, parce que parler de ça quand FMB n'est pas là, c'est pas bien. 4e and what, c'est le sujet d'Olivier Rival ce soir dont il va nous parler. On aura 4 matchs, les Vikings aux Packers, les Saints aux Falcons, les Commanders aux Cardinals et les Bills aux Ravens. Mais tout d'abord, Olivier, Fort and what alors? Fort and what? Ah oui, alors Fort and what, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu cette nouvelle mode que l'on voit de plus en plus en NFL. Donc Greg va pouvoir nous parler notamment à propos de sa chère équipe des Falcons, qui fait qu'on voit de plus en plus d'équipes tenter des quatrièmes au lieu de prendre des field goals, des 3 points qui pourraient les arranger au score. Alors ça rappelle un petit peu ces équipes de rugby qui préfèrent aller chercher les pénalités pour marquer l'essai plutôt que de prendre les 3 points de la pénalité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Souvent, ça marche pas. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux Falcons contre les Chiefs la semaine dernière. C'est ce qui a failli arriver aux Eagles contre les Saints. Alors, moi, a priori, je suis pas forcément contre jouer des quatrièmes, mais quand on s'assoit sur 3 points faciles, on est un petit peu à la limite du truc, surtout qu'aujourd'hui, dans la NFL, on voit que les kickers n'ont jamais été aussi forts et que les field goals à moins de 55 mètres, aujourd'hui, ça passe très, très souvent. Donc, est-ce que c'est une mode qui est appelée à durer? Est-ce que c'est une bonne solution? J'ouvre le débat. Voilà. Monsieur, en tout cas, c'est vrai qu'on en a beaucoup plus et on en a parlé cette semaine, donc je me suis un petit peu intéressé aux stats. On voit que les Browns et les Dolphins sont ceux qui ont plus de tentatives, donc c'est peut-être déjà un symbole de déconseil. Au niveau des stats, c'est pas terrible. Les équipes qui en font le moins, les passent le plus, c'est clair. Et maintenant, ça devient un petit peu une mode au point que les défenses l'attendent. Ça devient très dangereux. Olivier l'a dit, les kickers sont quand même de plus en plus efficaces, de plus en plus loin. On a vu pas mal de matchs se jouer de peu. Et donc, je comprends pas trop l'intérêt de cette mode, comme si on oubliait totalement le fait que 3 points peuvent compter dans une rencontre. Je pense notamment au match entre les Eagles et les Tatatam la semaine dernière et les Saints. Ouais, et les Eagles s'en sortent de justesse, mais s'ils avaient fait confiance à leur kicker, qui est quand même pas le plus mauvais de la ligue en plus, assez loin de là, si c'est pas un des meilleurs, je pense qu'ils auraient été tranquilles dans cette rencontre. Ils auraient pu gérer le score beaucoup plus tranquillement. Et au contraire, on tente énormément de quatrième tentatives. Les Browns, les Dolphins, les Bears, les Jaguars, c'est des équipes qui tentent énormément, qui ne les réussissent pas nécessairement tout le temps, loin de là. Et pourtant,
on voit qu'au final, oui, c'est des équipes qui sont souvent menées, donc ça peut jouer en fin de match, mais ça s'est fait aussi durant les rencontres. Je comprends pas trop cette mode, les défenses sont de plus en plus prêtes, donc pourquoi ? Excellente question. Et personnellement, je suis pas trop fan de cette mode-là. Là où j'avais tendance à être un peu pour, en me disant tiens, ça change un petit peu, de varier un peu les plaisirs et d'essayer de surprendre l'adversaire. Mais là, je trouve que trop d'un coup, c'est trop. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Bah alors, moi, c'est toujours pareil. En fait, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture à la chose. Et déjà, forcément, la question, c'est de savoir où se situe ta 4e tentative. Parce que moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas être trop dogmatique dans cette approche offensive. Mais il ne faut pas que ce soit... voilà. Après, on a vu ces dernières années, avec la mode du touche-push, ce genre de choses, que les 4e se jouent de plus en plus, où tu es conditionné surtout par rapport à ton positionnement sur le terrain. Et oui, après, il y a toujours un paramètre qui fait que tu as toujours cette volonté, en effet, de vouloir reprendre ou conserver, selon le scénario du match, un momentum sur l'adversaire. Donc voilà, tu peux te dire, je sais pas moi, si tu es à 2 yards de l'embut sur une 4e, tu vas te dire, c'est toujours mieux de la tenter. Et plutôt que de rester un peu conservateur sur les 3 points. Pour répondre à votre question, je pense que qu'est-ce qui fait qu'on arrive là ? Après, je pense qu'en effet, c'est un effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, Brandon Staley avait beaucoup tenté ça, et puis après, on a vu que ça marchait plus. L'année dernière, Dan Campbell tentait beaucoup ça, ouais. Et pour l'instant, ça a l'air de pas trop coûter cher à Détroit, parce qu'aux dernières nouvelles, il y a eu une finale de conférence à l'arrivée. Donc peut-être qu'il y a des équipes, en plus, dans le sillage d'un mode de head coach qui sont de plus en plus offensifs, parce qu'on a tendance quasiment aujourd'hui à prendre que les assistants de Kyle Shanahan ou de Sean McVay. Donc globalement, je pense que c'est aussi des coachs qui veulent être assez culottés dans leur approche du jeu, jouent beaucoup sur de la prise de vitesse et se dire que même sur des 4e tentatives, ils vont parvenir à trouver une parade par rapport aux différents coordinateurs défensifs. Et malheureusement, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si véridique que ça. Donc, est-ce que c'est amené à se poursuivre tout au long de la saison ? J'en suis pas persuadé à 100%. Je pense qu'au bout d'un moment, quand les matchs compteront vraiment, on va peut-être arrêter de la jouer à la one again. Mais en effet, ouais, c'est un phénomène qui est assez étrange. En tout cas, j'ai pas souvenir que ce soit arrivé aussi fréquemment ces dernières années. Ouais. Merci beaucoup, Greg. NFC Nord maintenant, les Vikings contre les Packers. Les Vikings, les Packers surtout, c'est une de nos équipes favorites cette année, on n'arrête pas d'en parler. Rémi, Vikings, Packers, tu hésites beaucoup apparemment ? Ouais, j'hésite beaucoup. J'ai changé ma voie pour me diriger vers les Packers qui sont à domicile et qui font quand même du très beau boulot sans leur quarterback titulaire. Il reste sur 2 belles victoires convaincantes. Au final, il n'y a pas trop de bêtises au niveau du remplaçant. Je trouve que la défense tient la route au final mieux. Est-ce que le fait de perdre leur quarterback et de se dire ça se joue un peu sur nous les a secoués un petit peu. Donc pour eux, ça a l'air de tourner plutôt bien. Du côté des Vikings, on peut dire que ça tourne très, 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 très bien. On a parlé de Sam Darnold la semaine dernière, qui joue un peu plus libéré, qui a des stats qui sont vraiment plus que sympathiques pour un quarterback de son envergure. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout la défense, parce que la menace, elle est un petit peu partout. On a déjà 16 sacs du côté des Vikings, ce qui est pas mal du tout. Mais ils sont assez bien répartis, là où parfois on a un nom qui ressort, là on en a 3. Et on a deux défenseurs à 4 sacs et un défenseur à 3 sacs. Donc c'est quand même des stats qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile pour la ligne offensive de se concentrer sur un élément, comme c'est souvent le cas face à des gros joueurs. On a parlé la semaine dernière de Détroit notamment. Voilà, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Pour moi, ce sera un match qui pourrait être au final assez fermé, qui devrait se jouer dans cette bataille des lignes, parce que on a 2 défenses qui peuvent faire le taf. Sam Darnold va avoir un test plus que sérieux en déplacement du côté des Packers, et personnellement je pense que c'est peut-être là que les Vikings vont faillir pour la première fois. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'au niveau de la gestion de la rencontre, peut-être les Packers qui prennent l'avance, qui gèrent le chrono, qui imposent un running game. C'est jamais facile face à cette défense, mais malgré tout, ils imposent un running game qui pourrait bien déranger les Vikings. Donc personnellement, petit avantage aux Packers, mais c'est un match très intéressant. C'est 2 équipes qui au final surprennent. Les Packers, ils surprennent parce qu'ils arrivent à gagner sans leur quarterback, et les Vikings, ils surprennent parce qu'ils gagnent tout court.
Merci beaucoup. Olivier? Écoutez, Rémi a déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est clairement un match que j'ai envie de voir pour le coup. Je sais que du côté de M6, vous êtes du côté de Tampa Bay, mais si le match est basculé parce que il y a un ouragan, ça serait un joli choix de remplacement, parce que franchement c'est un match que j'ai envie de regarder. Avec tu l'as dit, il y a ce duel un petit peu surprenant qu'on va avoir entre Darnold et probablement Willis, même si on parle peut-être du retour déjà de Love dès ce match. Il y a aussi un duel des défenses avec, comme tu l'as dit, la très très bonne défense des lignes qui met beaucoup de pression du côté des Vikings. Et de l'autre côté, on a une équipe des Packers qui est première sur les turnovers, qui est celle qui provoque le plus d'interceptions. Donc ça peut être aussi très intéressant de ce côté-là. En tout cas, beaucoup de gros jeux de défense dans ces deux équipes. Et puis il y a un duel du côté de la course, parce que ça va être le premier match de Aaron Jones face à ses anciennes couleurs, et ça va être aussi c'est aussi un Josh Jacobs qui fait des très belles choses depuis son arrivée à Green Bay. Il y a deux attaques équilibrées, deux quarterbacks surprenants, deux bonnes défenses. C'est vraiment un match qui me plaît beaucoup. Alors je mets les Vikings parce que aujourd'hui Darnold est vraiment en grande forme, parce que Jefferson est là et qu'il y a Addison qui sera peut-être de retour pour ce match-là. Donc il y a peut-être aussi un petit peu plus de talent dans cet aspect-là des choses, même si Green Bay l'année dernière nous avait montré de très très belles choses en fin de saison, et il pourrait rapidement en remontrer. Là je joue les Vikings, mais ça devrait se jouer à pas grand-chose, et ce sera un match très très intéressant à voir. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je rejoins globalement ce qui a été dit, en insistant un peu plus sur un des match-ups dont a parlé Olivier, un des secteurs en tout cas qui sera très scruté. En effet, le jeu au sol aura son importance, c'est d'autant plus forcément le jeu au sol des Packers, parce que c'est vrai qu'en plus en phase 2, le run-stop des Vikings tourne très très bien depuis le début de la saison. Je ne vais pas me tromper statistiquement, mais je crois qu'on a l'équipe la plus productive en termes de yards, les Packers, face à peut-être la deuxième ou la troisième équipe de la ligue en termes de yards concédés à la course. Premier contre deuxième, ouais. Ouais. Donc c'est assez costaud, surtout que paradoxalement les Packers qui ont beaucoup bourriné face à Indy et Tennessee à la course n'ont pas toujours forcément concrétisé dans cet exercice-là, et Minnesota, je crois qu'ils ont concédé qu'un seul touchdown depuis le début de la saison aussi, de la part de Jordan Mason de mémoire. Donc voilà, face à une attaque assez bien huilée au sol comme l'avaient été les Niners. On a vu quand même que Minnesota, paradoxalement, c'est dans ce secteur-là qu'ils avaient été le plus exposés, hein, pas forcément contre la passe, mais plus contre la course. Mais en tout cas, statistiquement, après 3 sorties, ils ont l'air d'être assez solides dans cet exercice, ou en tout cas de limiter la casse, même face à des adversaires qui sont quand même assez réputés. Donc, il faudra voir comment Green Bay arrive à installer ça, à vraiment faire perdurer ce secteur de jeu. Et je rejoins également ce qui a été dit. Alors, la défense des Packers, c'est vrai que celle des Vikings, Brian Flores, on ne découvre pas. Hein, c'est vrai qu'il a vraiment installé quelque chose d'extrêmement cohérent, et Rémi en parlait. C'est vrai que là, le fait de diviser, de faire entre guillemets 4 x 5 sacs au lieu d'un joueur à 20 comme ils avaient l'année dernière avec Daniel Hunter, je pense que c'est vraiment le postulat, surtout qu'il y a des pass rushers qui sont extrêmement complets. Andrew Van Ginkel en premier. Donc ça a été à mon sens une bonne stratégie globale des Vikings. Attention quand même au pass rush des Packers. Je trouve que depuis l'arrivée de Jeff Hafley en tant que coordinateur défensif, là aussi il y a un cahier de jeu un peu plus dépoussiéré par rapport à ce que pouvait faire Joe Barry, un peu plus de pression également. Les Vikings ont déjà concédé 9 sacs depuis le début de l'année. Donc voilà, pour rejoindre ce que disaient mes collègues, c'est vrai que les lignes vont avoir leur importance encore plus dans cette confrontation historique de NFC Nord. Yes. Et donc, vous couvrez quel match avec M6, du coup, Greg ? Donc, a priori, le Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles. Sauf que, voilà, il y a actuellement une météo pour le moins capricieuse. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire du côté de la Floride, puisque avec l'ouragan Hélène qui s'abat dans le secteur des Caraïbes, si je ne m'abuse, et qui devrait justement frapper la Floride au cours du week-end. Donc, on ne sait pas trop si ça va être reporté, décalé, on ne sait pas trop. En tout cas, pour répondre à la question que posait Olivier, malheureusement, nous, pour l'instant, on n'a pas le dernier mot là-dessus. Je ne sais pas contractuellement comment ça se passe au niveau des droits internationaux négociés par les Américains avec M6. Donc, je ne sais pas s'il peut y avoir un plan B de fait. Mais pour l'instant, en tout cas, à l'heure où on se parle,
c'est toujours prévu que ce soit le Buccaneers Philadelphie, cette confrontation entre deux équipes à 2-1. Ok, bon bah écoute, très bien. Deuxième sujet de la soirée. Est-ce que c'est le début de la off-season pour les Bengals et les Dolphins? Alors, c'est qui le bâtard qui a posé ce sujet? Allez, assume. Je ne sais même plus. Est-ce que Bon, ce serait moi? Vas-y, Rémi. Je sens que tu as envie que ça te titille. Oh non, mais c'est vrai que c'est un début de saison compliqué. Après, les Dolphins ont une excuse plus que valable avec la perte de leur quarterback. Donc c'est sûr que c'est une équipe qui tourne beaucoup moins bien. Et à l'inverse des Packers qui ont une défense qui s'est un peu réveillée suite à la blessure de leur quarterback titulaire, j'ai l'impression que la défense des Dolphins est partie se cacher à moitié à l'infirmerie et à moitié sur le banc. Donc on a quand même une équipe des Dolphins qui n'a pas qu'un seul problème. On l'a vu la semaine dernière. Leur quarterback remplaçant s'est également blessé, donc je pense qu'il y a quand même quelques questions à se poser à ce niveau-là. Et donc, si ça continue, je ne sais pas l'absence de Tua va durer combien de temps, mais sans lui, je ne vois pas comment ça peut être autre chose qu'une préparation d'off-season, parce que tout simplement, on est une équipe qui ne dispose pas d'un meneur de jeu en attaque et qui est défensivement bien plus faible qu'on l'imaginait. Et pas mal de blessures aussi de ce côté-là, donc pour eux, c'est un peu malgré eux qu'ils se retrouvent dans cette situation-là, là où les Bengals ont, selon moi, un peu moins d'excuses, dans le sens qu'ils n'ont pas eu un début de saison qui, a priori, sur papier, était le plus compliqué avec cette première rencontre face aux Patriots, qui était perdue. On a vu par la suite que les Patriots n'étaient effectivement pas une grande équipe de cette saison, et malgré tout, on voit une équipe qui continue à pêcher. Quand l'attaque ne fonctionne pas, la défense tient un peu le coup, et quand l'attaque fonctionne, c'est la défense qui s'effondre. Ils ont un calendrier qui n'est pas des plus simples, donc c'est vrai que ça va être compliqué pour eux. J'ai toujours tendance à y croire, mais une défaite cette semaine face à une équipe plus que abordable normalement serait effectivement synonyme de fin de saison pour eux, pour moi. Monsieur Olivier, Greg? Écoute, alors, je suis un peu plus alarmé en effet pour la situation des Dolphins, même si je trouve qu'on est quand même à peu près dans un scénario qui me rappelle ce qui s'est passé il y a 2 ans. D'ailleurs, à l'issue d'un match où les Dolphins avaient perdu contre Cincinnati, de mémoire, hein, c'était déjà le triste retour des commotions pour Tua Tagovailoa, et il y avait déjà eu le chiffon rouge brandi sur la situation, le traitement des médecins, etc., etc. Ça avait fait énormément jaser à l'époque. Donc c'est vrai que derrière, ça n'avait pas forcément auguré d'une bonne saison. Je ne sais même pas si Tagovailoa avait rejoué, il me semble que oui, dans la deuxième partie de l'année. Donc là, a priori, c'est un minimum 1 mois. Le concernant, mais bon, je pense que c'est quand même mieux de prendre un petit peu des précautions, sachant qu'il y a récidive. Et en effet, là, vu le début de saison clairement de Miami, la ligne offensive qui, de toute façon, depuis l'arrivée de Mike McDaniel, reste catastrophique globalement, notamment en termes de passe pro. Une défense sur laquelle je trouve que tout n'est pas acheté, il y a des bons ajustements, mais c'est vrai que malheureusement, il y a trop de playmakers ou en dilettante à l'image de Jalen Ramsey, ou blessés comme Bradley Chubb qui malheureusement met beaucoup de temps à revenir de sa blessure de fin de saison passée. Donc c'est vrai que Miami, en plus dans la division qui est la leur, j'ai un peu de soucis les concernant. Alors non pas que les Bengals ont un calendrier facile, et tu t'en parlais Rémi, et une division simple également. Après, je regarde par exemple le fait que les Bills et les Jets, par exemple, commencent à prendre la poudre d'escampette du côté de la AFC Est. C'est pas forcément le cas du côté de la AFC Nord. Les Steelers sont à 3-0, mais dégagent pas non plus une facilité offensive débordante. Et c'est vrai que même si, à mon sens, les Ravens ne renvoient pas le même contenu depuis le début de l'année, et les Ravens et les Browns ont une fiche négative. Donc c'est sûr que tout n'est pas désespéré. Par exemple, si on arrive à tourner dans le bon sens les matchs de division, ils ont quand même malgré tout un effectif assez complet. Par contre, il va falloir vraiment qu'il y ait un coup de balai qui soit passé en interne et que Zach Taylor parvienne.
à refocaliser et ses joueurs par rapport aux nombreuses déclarations qu'on a pu avoir pendant l'intersaison ou le début de saison tout simplement, notamment les receveurs en premier lieu. Je pense à la déclaration de Cam Taylor-Britt également juste avant le match face à Washington. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Et puis refocaliser également le coaching staff parce que comme tu le disais, notamment en défense, et ça perdure notamment depuis l'année dernière, c'est pas normal de proposer un tel contenu vu les investissements qui ont été consentis de la part des Bengals. Donc pour moi, les Bengals par exemple ne sont pas forcément déjà en vacances pour répondre à la question officiellement, mais c'est sûr qu'à ce rythme-là, ils vont vite rejoindre les Dolphins dans mon esprit. La question, c'est moi qui l'ai formulée comme ça parce que la manière dont ils l'ont dit, c'était vraiment trop méchant. Je reconnais bien là l'homme nuancé que tu es, Rico. Merci. Olivier, une saloperie à dire sur les Dolphins? Toujours, mais non, mais ce qui est quand même dramatique, c'est que les Dolphins sont aujourd'hui l'équipe qui a marqué le moins de points. Ils ont marqué 33 points en 3 matchs. Quand on voit Hill et Waddle dans le backfield, quoi, je veux dire, c'est quand même effrayant, quoi. Je veux dire, c'est de la confiture donnée à des cochons cette histoire-là, ce qui est vraiment très très triste pour ces deux super joueurs. Mais effectivement, il y a pas de quarterback, il y a une défense qui est à 3/4 sur le flanc, donc c'est compliqué. Du côté des Bengals, moi je suis un petit peu effaré par tout ce qu'on entend sur Burrow quand on voit les stats qu'il arrive à tirer de cette équipe, parce que il n'a pas de jeu de course. Les Bengals ils sont quand même partis en se disant que Zach Moss allait être leur running back titulaire cette année. Je veux dire, moi je l'ai quand même vu un certain nombre d'années à Buffalo. Il est sympathique, Zach Moss, mais c'est pas un quarterback titulaire de la NFL. Donc il a pu progresser à Indianapolis, soit dit en passant. Bien sûr. Il y a une meilleure ligne, par exemple. donc on demande à Burrow de faire ça. On lui donne quoi comme target? Enfin, franchement, en dehors de Chase, ça fait pas non plus super rêver. Et il arrive quand même, aujourd'hui, il a quand même fait 5 TD, 0 interception, 746 yards. Alors, évidemment, Burrow est un quarterback classique qui fait pas 50 yards de plus à la course à chaque match comme d'autres. Mais malgré tout, ça reste un talent. Et je trouve les gens très très sévères avec lui ces derniers temps. Donc je suis un peu de l'avis de Greg et de Rémi. Je pense que les Bengals, c'est peut-être pas désespéré. Il va falloir vite réagir. Peut-être aussi, je sais pas, déjà penser peut-être à trouver du talent dans un trade ou quelque chose. C'est toujours faisable. Faut pas attendre des fois le trade deadline pour s'apercevoir qu'on a un trou dans l'effectif. Par contre, pour les Dolphins, ça va être très compliqué, ça va être long s'il n'y a pas non plus quelque chose qui apparaît subitement au poste de quarterback. Mais c'est pas comme s'il y avait 15 quarterbacks de bon niveau qui attendaient sur un banc quelque part aux États-Unis. Messieurs, le prochain match, c'est celui qu'au moins l'un d'entre nous attendait. Le Saints contre les Falcons. Greg, puisque tu t'es déplacé, que tu fais une entorse à ton contrat de clause de non-concurrence avec M6, on va te laisser ouvrir. Je me suis battu. Alors là aussi, si tu savais les règles qui sont imposées, c'est infernal. Écoute, très rassuré, comme tu peux l'imaginer. Surtout au moment où vont arriver les 3e et les 4e tentatives, parce que ça j'aime beaucoup, ça j'attendais de voir. Et pour l'instant, le casting Kirk Cousins, Zach Robinson, bon, je reste un peu sur ma faim, mais bon. Non, c'est sûr que c'est un match que les Falcons doivent absolument gagner. Il n'y a qu'un match de retard sur les Saints et en parallèle sur les Bucks. Donc voilà, une victoire les remettrait très clairement dans la course quand même à la NFC Sud, malgré un calendrier qui est quand même pas simple à l'issue des 4 premières semaines. Pour le coup, peut-être que le calendrier global l'est, mais pas forcément le début de saison pour Atlanta. Mais il va quand même falloir concrétiser un petit peu plus offensivement, gommer le déchet, notamment dans la zone rouge. Malheureusement, c'est ce qui était très prévisible. Ça, c'est toujours pareil avec le general manager, c'est qu'on veut nous faire comprendre qu'on est plus intelligent. Parce qu'on a discuté avec le head coach, parce qu'on a vu les joueurs au scouting combine, etc. Et puis au final, on se rend compte que on n'a pas suffisamment misé sur les receveurs et les pass rushers.
Et du coup, il n'y a pas assez de cibles pour Kirk Cousins et le pass rush est nul à Atlanta. En tout cas, pas suffisamment performant à mon sens. Donc, malheureusement, ça va être forcément des clés à prendre en compte. Surtout que, en face, les Saints, voilà, ils sont tombés sur des Eagles un peu piqués au vif depuis le début de la saison et qui ont clairement mis les barbelés défensives. Mais on a vu qu'à côté de ça, ils sont capables de mettre 35 ou 40 points si le besoin s'en fait sentir. Donc, voilà. Même s'il y a quelques pépins au niveau de la ligne des Saints qu'il faudra surveiller, notamment sur l'intérieur. C'est quand même un secteur qui pourrait profiter à Atlanta parce qu'il y a quand même Grady Jarrett et l'ancien des Saints, David Onyemata, dans le secteur. Voilà. Pour l'instant, par superstition, forcément, j'ai mis les Saints. Vous doutez bien, pardon, de mon souhait formulé, mais ouais, ça va être, je pense, très compliqué et très accroché, et il va vraiment falloir qu'Atlanta perde pas trop de temps parce que sinon, ça peut se gâter très rapidement pour le reste de la saison. Rémi, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, je suis assez d'accord avec son analyse, si ce n'est que j'ai tendance à donner mon petit avantage aux Falcons sur celui-ci. L'absence de Taysom Hill crée quand même pour moi un manque de folie et de surprise dans le jeu offensif des Saints. Ah, c'est sûr, chaque année, il nous met 150 yards à la course. Hein. S'il n'est pas là, je vais pas pleurer. Là. Ben voilà, ce sera 150 yards de moins. Et ça se prend. Mais il faudra quand même se méfier de Kamara qui accumule méchamment les yards cette saison. Je pense qu'il approche dangereusement les 300 yards déjà. Il est dans les 3-4 meilleurs running backs de la ligue dans cette statistique-là. Donc, méfiance au niveau du running game, mais sans Hill, c'est beaucoup moins créatif. Et surtout, ils m'ont vraiment déçu, ces Saints, face aux Eagles. Parce qu'on a vu les Eagles avec une défense plus que laxiste la semaine précédente, notamment dans la secondary où c'était quand même pas terrible du tout. On s'était dit que ça allait rouler pour eux et que ça allait être très simple d'empiler et d'enquiller les points. Au final, ils ont été très mauvais tout le long du match. Ça a été forcé. J'ai trouvé un Derek Carr peu inspiré. Pourtant, il a quand même de belles cibles, donc c'est quand même assez décevant à ce niveau-là. Là où les Falcons, face aux Chiefs, ont quand même fait une belle petite rencontre qu'ils perdent un petit peu scandaleusement. Et tu vas nous réveiller Olivier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je veux le chauffer à blanc. Et donc, j'ai envie de croire en ces Falcons qui jouent à domicile, un match de division. On sait que c'est un match qui compte beaucoup entre deux rivaux. Et donc, j'ai tendance à dire que les Falcons ont plus besoin de cette victoire et sont largement armés pour inquiéter ces Saints. Ce serait une rencontre serrée jusqu'au bout, c'est clair. Mais je pense qu'ils ont les armes pour l'emporter. C'est bon, Olivier, t'es chaud, t'es prêt ? Ouais, non, mais c'est. Non, mais comment dire ? On va pas épiloguer sur encore ce magnifique fan match que nous ont offert les zèbres du côté de Kansas City. Mais ce match, pour moi, c'est un petit peu compliqué de le prévoir parce que, alors pour le coup, je vais avouer que j'ai très très peu vu les Falcons depuis le début de la saison. Donc, je les ai pas vus beaucoup jouer. J'ai vu quelques highlights et j'ai vu notre ami Cousins qui a pas non plus été si catastrophique que ça depuis le début de la saison, même si vous pouvez peut-être être un peu déçu de l'affiche jusque-là, mais c'est... Ah non, il n'est pas aidé par la ligne, ça c'est sûr aussi. Ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai été excessivement déçu comme Rémi par ce que j'ai vu des Saints la semaine dernière, parce que je m'attendais à avoir une explosion offensive et on n'a eu rien. Alors, ce qui me rassure, c'est que peut-être, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il est possible que Taysom Hill soit de retour dimanche. Donc, ça pourrait rajouter du piment dans ce match. La fausse joie et on va se faire allumer, c'est terrible. Vous êtes dégueulasses, les gars. Finalement, mon frère, j'aurais dû le déchirer, je veux le dire. Donc, c'est vrai qu'avec Taysom Hill, cette attaque prend une dimension un petit peu supplémentaire et ça pourrait changer le match. En tout cas, il sera peut-être pas non plus à 100%, donc ça sera à regarder. Kamara, lui, par contre, il n'est pas forcément d'attaque parce que lui, il est sur une jambe là pour l'instant, donc ça va un petit peu dépendre de cela parce que cette attaque des Saints, j'ai pas compris comment elle s'est fait bouffer à ce point-là par les Eagles, notamment devant, notamment par la ligne défensive de Philadelphie. Donc, je demande à revoir cette équipe contre Atlanta. Donc,
Pour moi, c'est un peu compliqué de faire un pronostic. J'ai joué les Falcons en hésitant beaucoup, un petit peu sur la suite de ce qu'ils ont quand même fait à Kansas City, même si ça s'est mal terminé pour eux, où ils ont montré qu'ils avaient quand même sans doute progressé par rapport aux dernières saisons et que dans cette division qui reste jouable, il y a peut-être quelque chose à faire pour Atlanta cette année. Merci beaucoup Olivier. Le match suivant, certains vont le trouver intéressant, d'autres pas. Les Commanders aux Cardinals. Olivier, je te sens lancé. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Commanders Cardinals, c'est le genre de match qui apparaît comme ça, pas forcément hyper glamour au départ, mais cette année, on a quand même un petit peu plus à gratter parce qu'on a notamment les deux sensations rookies de la ligue, entre Daniels qui s'affirme peut-être comme le quarterback du futur du côté de Washington, et puis notre ami Harrison Jr. qui commence à faire des belles choses du côté de l'attaque des Cardinals. En tout cas, on a sur le papier un duel de quarterback intéressant parce que Daniels fait des belles choses, mais Murray semble retrouver pas mal d'allant cette année. Il en a déjà à 635 yards et 5 TD. Il s'est fait intercepter qu'une seule fois. Donc, c'est assez intéressant, ces deux équipes qui sont assez offensives. Je crois que c'est la 4e et la 5e attaque en points depuis le début de l'année. Donc, c'est intéressant. C'est un match entre des anciens rivaux de division qui se connaissent, enfin qui ont souvent été rivaux. Donc on va suivre ça. J'ai mis Washington, mais est-ce que je commence à être un petit peu convaincu par Daniels. J'essaye d'être critique, mais ce que je vois pour l'instant est plutôt bon. Donc on va continuer de croire en lui. En plus, il fait des belles passes et il reste toujours très dangereux à la course. Je crois qu'il a déjà marqué 3 touchés en run. Il a déjà plus de 150 yards à la course depuis le début de la saison. Donc il y aura du spectacle en tout cas dans ce match, je pense. Donc ça peut être sympa. C'est en deuxième partie de soirée à 22h. Donc ça peut être une bonne continuation après le VIX Packers. Greg, tu voulais dire après le Bucks Eagles, c'est ça que tu voulais dire? Aussi. Mais il n'aura pas lieu, donc voilà. T'es trompé, Olivier, c'est pas grave, on t'en veut pas, t'inquiète pas. Arrête des désagréables. Ouais, non mais ça suffit. Moi, il y a un fait qui m'a énormément surpris face aux Bengals de la part de Washington, et je suis très curieux de voir ça. C'est là où j'ai du mal à savoir si c'est plus du fait de Washington ou plus du fait de l'adversaire par rapport au débat qu'on avait précédemment sur Cincy. C'est la ligne offensive qui a étonnamment permis à Jaden Daniels d'avoir un minimum de temps pour trouver ses cibles, avec je crois une fiche de 21 sur 23 sur ce match-là, donc quasi sans faute. Vous avez vu, je suis un littéraire de base, mais j'arrive à faire mes calculs. Et c'est vrai que même face à un pass rush qui n'est pas le plus transcendant de la ligue, on a quand même vu que les Cards, quand qu'ils tombaient sur une ligne offensive un peu moins aguerrie, CF les Rams en deuxième semaine, on a vu qu'ils étaient quand même capables de se faire plaisir. Il n'y a pas de star absolue sur le pass rush, mais on a un Dennis Gardeck, par exemple, qui est très vaillant, un Zayvon Collins également, qui est capable de prendre la suite. Le petit coup dur pour eux, c'est la fin de saison prématurée de Justin Jones dans l'admin défensif intérieur. Mais globalement, il y a une rotation qui n'est pas inintéressante pour permettre à Arizona de générer un minimum de pression. Est-ce que ça suffira? Parce que malheureusement, cette défense des Cards, elle n'est pas suffisamment solide, je trouve, sur l'ensemble d'un match pour tenir. On a vu qu'ils avaient beaucoup subi les coups de boutoir au sol, notamment des Lions la semaine dernière. Et là, au moment d'affronter Washington, même si Austin Ekeler est déjà forfait par rapport à son problème de commotion, va quand même falloir stopper notamment Brian Robinson. Et, soit dit en passant, un Cliff Kingsbury assez inspiré la semaine dernière et qui revient sur les terres de ses précédents exploits, certains seront d'accord ou pas, mais il y aura peut-être un petit brin de revanche pour Cliff Kingsbury au moment d'affronter cette défense justement des Cards. Je pense quand même qu'Arizona est suffisamment armé pour prendre le dessus offensivement, et Olivier en parlait,
J'aime beaucoup Benjamin Saint-Just, pour l'avoir interviewé humainement, il est très gentil. Mais ouais, face à cette force de frappe aérienne des Cardinals, j'ai un peu peur que le backfield défensif de Washington, dans son ensemble, soit un peu tributaire et tiennent pas forcément la distance. Donc j'aurais tendance à donner cet ascendant à Arizona. Je pense qu'il va y avoir une bonne connexion entre notamment Kyler Murray et Marvin Harrison et que ça devrait permettre à Arizona de l'emporter de peu. Yes. J'ai perdu ce fil. Rémi, pardon. Bah écoute, je pense que à peu près tout a été dit. C'est au final une assez belle rencontre. Pourquoi ? Parce qu'on a un Daniels qui fait plus que le boulot cette saison. On en a déjà parlé. On en parle chaque semaine parce qu'au final, il confirme son statut d'excellent quarterback rookie, sans nul doute le meilleur cette saison. Et en face, on a des Cards qui font le boulot, qui ont été assez bons dans certaines rencontres. Je pense notamment à la surprise face aux Rams où ils ont vraiment été absolument excellents. Offensivement, ça tient la route. Marvin Harrison, après une première rencontre un peu compliquée, a sorti 2 gros matchs. Donc je pense qu'on peut compter sur lui face à une défense de Washington qui est pour moi beaucoup trop légère. On l'a vu la semaine dernière, ça gagne, mais ça gagne parce qu'offensivement, ça a été très très bien. Mais défensivement, c'était une véritable passoire. Ça manque de pass rush. Je pense qu'on est à 4 sacs à peine cette saison, ce qui est beaucoup trop peu pour une équipe qui espère peut-être secouer un petit peu quelque chose dans une rencontre comme celle-ci. Et donc je pense que la force offensive des Commanders peut faire mal à la défense des Cards, qui n'est pas la meilleure, mais la défense des Cards reste quand même pour moi largement meilleure que celle des Commanders. Je pense que la différence se fera là. Ils vont sans doute forcer l'un ou l'autre field goal, là où j'imagine bien les Cards enquiller les touchdowns. On devrait avoir pas mal de points. Et pour moi, c'est un match que doivent gagner les Cards sans trop trembler malgré tout. À voir ce que Daniels nous réserve cette semaine, mais c'est vrai qu'il est vraiment très impressionnant. Il fait peu d'erreurs, voire pas du tout, toujours pas d'interception. Et il arrive à combiner un petit peu effectivement le running game et un passing game qui est quand même assez efficace. Il a plus de 80% de passes complétées. Et donc voilà, on a au final un affrontement entre deux quarterbacks qui font une bonne saison, qui courent pas mal, qui sont des doubles menaces. Et donc on devrait avoir du plutôt beau spectacle. Merci beaucoup, Rémi. C'est l'heure de l'Experts World Cup et nous avons enfin un leader au classement. Il est tout seul d'ailleurs. C'est Rémi qui a marqué 77 points la semaine dernière, puisque c'était le seul à avoir une équipe dans le top 3 des équipes qui ont scoré le plus avec les Bills. 47 points plus 30 points de bonus parce qu'il avait la première place. Cette semaine, c'est Field Goal de Lollapalooza, c'est-à-dire chacun peut choisir 3 équipes et son nombre de points, ce sera le nombre de field goals multiplié par 3, plus un bonus s'il est classé dans le top 3. Pour ma part, j'ai choisi les Colts, les Pats et les Broncos. Rémi, c'est courageux. J'admire ton courage. Je vais miser les Cowboys. Je te rappelle que le jeu, c'est pas les points, c'est les field goals. Oui, mais ça fait des points. Il faut scorer. Enfin, donc je vais miser Cowboys pour ma part. Je pense que ça peut être pas mal. 49ers. Et qui d'autre ? Et pourquoi pas les Packers ? Ok. Yellow ? Il faut miser sur les équipes qui marquent le plus de field goals ce week-end, c'est ça l'histoire ? C'est ça. Oui, c'est ça. Je veux bien qu'Olivier le fasse. Olivier, vas-y. T'as le droit de dire les mêmes réponses que d'autres. Hein. C'est pas. Je vais jouer les. In fine, c'est sûrement ce que je vais faire. Hein. Je vais jouer les. Je vais jouer les Giants contre Dallas. Là, je les vois bien mettre un petit paquet de field goal là, ce soir. Oui, c'est ça, c'est ce soir d'ailleurs. C'est ça, ouais. Je vais jouer les Jets, parce que les Jets, c'est bien une équipe à tenter des field goals, ça. Ouais. Et je vais jouer les Colts contre Pittsburgh pour prendre Pittsburgh à son propre jeu. Voilà, ouais. Donc les Colts. Alors tu vois, j'allais le dire en plus, tu vois, je vais même pas tricher pour le coup. Les Colts, en effet, je les vois bien dans cette configuration-là. Je dirais les Chargers. Et j'y vais avec un petit Browns. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Sachant qu'ils ont fait 11 quatrième tentative. On va bien réussir à marquer des points dans ce putain de jeu à la con.
Bref, oui, Greg, tu n'étais pas les premières semaines, mais on a parié sur qui gagnera le plus de coin toss sur l'année, par exemple. Plein de choses comme ça, quoi. Bref. D'accord. Toujours pas Et du coup, c'est que ceux qui font l'émission qui participent. Ouais, il faut être là, il faut être là. C'est ce qu'on appelle le bonus présence. Le bonus présence. Je pensais que quand il y avait un chat interne à cette émission, ça servait à quelque chose, mais visiblement. Non, il ne sert à rien. Autant pour moi. À un moment, Scooby, on a déjà du mal à ce qu'il rentre ses promos une demi-journée avant le truc. S'il faut récolter faut expliquer les règles. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais ça dévoilons-le off, Rico. C'est comme quand tu me demandes de choisir les matchs et que 8 minutes après, tu écris les 4 matchs qu'on va faire le soir même. Moi, j'aime beaucoup. C'est parce que il n'a pas dit qu'on allait en parler. C'était une demande. Au moment où je l'ai écrivé, je me suis dit, c'est vrai que Greg, il n'est pas souvent sur le chat quand même. C'est vrai qu'en fait, on s'en branle de son avis. Puis 8 minutes après, le mec, il n'est pas assez réactif, quoi. Mais j'étais tellement surpris que tu sois là. Écoute, tu vois, je suis fait pour décevoir les gens en toute situation. C'est ça qui est formidable. Voilà, le dernier match de la soirée, il s'agit des Bills aux Ravens. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Olivier, naturellement. Olivier, peut-être? Ah, c'est Baltimore derrière toi? Pardon? C'est Baltimore derrière toi? Non, c'est la baie du chez Epic et tout, tout à fait. Non, mais par contre, comme tu vois, il fait bien meilleur à Buffalo que dans le sud-est, parce que vu le temps qu'il fait dehors, j'ai préféré mettre une jolie photo du lac Erie et de la skyline de Buffalo. Alors, Buffalo à Baltimore, un grand classique de ces dernières années, Sunday Night, ça va être un match qui devrait être intéressant. Alors, déjà, une grosse pression sur les Ravens sur ce match parce que à 1-2, perdre ce match contre potentiellement une équipe qui peut qui peut être importante dans les places au playoff, le positionnement, etc. Ça serait assez dramatique pour Baltimore qui s'est quand même bien rattrapé de son début de saison compliqué contre Dallas. C'était un match intéressant, mais qui n'a pas forcément été super rassurant parce que ils auraient dû dérouler ce match tranquillement et ils ont failli le perdre au final avec un retour des Cowboys qui était pas forcément très très contrôlé et c'est ce qui m'a pas mal étonné sur ce match-là parce que depuis très longtemps on a l'habitude de voir des équipes de Baltimore qui sont solides, qui sont physiques, qui sont défensives et qui prennent pas comme ça des touchés en fin de match et à se faire peur jusqu'au bout. Et quand on regarde les stats, on voit que la défense de Baltimore est aujourd'hui dernière contre la passe. Alors, elle est aussi première contre la course, mais j'ai un peu l'impression que c'est la conséquence de la première chose, c'est-à-dire que en fait les équipes n'ont pas besoin de courir contre Baltimore, ils balancent des balles et ça avance et ça c'est quand même assez inhabituel du côté des Ravens. Donc on va voir ce qu'ils font contre les Bills qui sont alors le problème c'est que je connais les Bills assez bien, c'est qu'en général quand tout va bien il y a une catastrophe qui nous tombe sur le coin de la table et c'est un peu ce qui risque d'arriver. C'est un peu pour ça que j'ai un peu peur de ce match parce que ça va tellement bien à Buffalo depuis le début de la saison. Offensivement c'est spectaculaire, on distribue le jeu un peu dans tous les sens. La semaine dernière, il y a encore eu 10 receveurs différents qui ont pris des ballons. Shakir a les mains les plus sûres qu'on ait jamais vu. Il a pas droppé une balle depuis le début de la saison et depuis la fin de la saison dernière, il en est à 27 sur 27, c'est-à-dire qu'il a été ciblé 27 fois, il a attrapé la balle 27 fois, ce qui est assez exceptionnel. Donc il y a Cook qui fait le boulot. Kincaid aussi, donc tout va bien et la défense tient très bien malgré ses habituels blessés. Elle a enquillé beaucoup de sacs et elle provoque des turnovers. Donc tout est au vert du côté de Buffalo. C'est pour ça que je suis inquiet. Donc on va voir ce qu'il en est. Après, il faut aussi se méfier de cette équipe des Ravens, parce que même s'ils nous ont un peu déçus depuis le début de la saison, Lamar reste Lamar. Avec Derrick Henry, ça fait quand même un duo
très très redoutable sur le jeu de course. On l'a vu contre les Cowboys. Donc je me méfie dans l'état actuel des choses, et puis par un peu parce que c'est mon équipe, je joue les Bills, mais je me méfie beaucoup de ce match. Greg, je te vois remuer la tête beaucoup. Bah non, mais je pensais qu'il allait être aussi superstitieux que moi, mais ce qui est bien avec Olivier, c'est que pendant 10 minutes, il te dit ça pue du cul ce match, c'est pour ça que je vais mettre le Bills. Et très bien, c'est rassurant en soi. Oui, non, moi, j'ai pas poussé l'analyse très très loin dans le sens où, à mon sens, le match des Ravens face à Las Vegas est une anomalie. Pour moi, ils n'auraient jamais dû laisser filer le 4e quart-temps comme ils l'ont fait. Ça correspond pas en tout cas à la manière dont fonctionne cette franchise habituellement, et encore moins depuis que John Harbaugh est aux commandes. Et on voit d'ailleurs qu'avec le contenu de Las Vegas contre Carolina, ce match a peut-être nous a peut-être emmené dans un multiverse, quelque chose dans le genre. Mais très clairement, je pense que Baltimore a beaucoup plus besoin que Buffalo, aura sans doute beaucoup plus d'envie. Alors parfois l'envie ça ne fait pas tout en NFL, très clairement, mais je pense qu'il y a quand même les armes pour pouvoir freiner à minima ce qui est notamment la principale menace du côté de Buffalo, à savoir Josh Allen. Buffalo s'est déjà opposé à Baltimore, mais en plus dans un scénario assez similaire d'ailleurs à ce qu'on a vu face à Vegas en deuxième semaine, en tout cas du souvenir que j'en ai. Donc je me dis que si vraiment Baltimore est focus du début à la fin, il y a quand même moyen de contrôler ça. Après, il y a des armes, en effet, contre la passe. Baltimore va devoir quand même rectifier un peu le tir. Le départ de Mike McDonald n'a pas été sans conséquence, malheureusement, dans ce secteur-là. Après, est-ce qu'on va être dans cette espèce de transe collective dans le domaine aérien du côté de Buffalo? Je ne sais pas. C'est sûr que afficher 2 semaines de suite après le match que tu as fait contre les Jaguars, ça me paraît un petit peu... je suis pas convaincu à 100%, ça me laisse un peu sceptique. Mais c'est ce qui m'amène à penser que Buffalo va se battre jusqu'au bout dans ce match qui en plus est en prime time. Mais je vois quand même Baltimore réussir par rapport aux mêmes raisons aussi que j'évoquais sur Cincinnati tout à l'heure. C'est-à-dire que là, s'il y a victoire, il y a quand même repositionnement éventuel dans la division et a fortiori dans la conférence. Donc c'est une victoire impérative face à un adversaire direct pour les playoffs. Rémi, le tiebreaker? Le tiebreaker va tomber allez, pour les Bills. Je pense que c'est l'équipe qui propose le plus beau football cette saison, la plus régulière aussi. Là où il m'étonne, parce qu'offensivement, on sait qu'il dispose quand même d'une arme de luxe en la personne de Josh Allen, qui restera de toute façon un des meilleurs quarterbacks cette saison, quoi qu'il arrive, si pas le meilleur. Donc je ne doutais pas de leur capacité offensive. Quelles que soient les armes, c'est vrai qu'il parvient à se débrouiller. C'est vrai que dans les grands matchs, ça peut poser problème, mais malgré tout, il est toujours là en saison régulière. Mais c'est surtout la défense qui m'impressionne, parce qu'on peut pas dire qu'ils aient joué non plus que des matchs très faciles, et malgré tout ils ont une défense qui tient la route et qui fait même mieux que tenir la route. Ils m'ont impressionné. Ça va combiner une attaque qui score plus de 30 points par match, assez largement d'ailleurs, et qui concède 10 points dans les 2 dernières rencontres. C'est quand même pas mal du tout. Ils l'ont fait face aux Dolphins. Certes, après, il y a eu la situation de blessure, mais déjà avant la blessure, c'était quand même assez costaud. Et face aux Jaguars, les Jaguars n'ont tout simplement pas existé du tout. Baltimore, offensivement, ça peut être festival un peu partout, parce que c'est vrai que le running game se met en place tout doucement. On a Derrick Henry qui trouve ses marques. Il a réalisé une super performance la semaine dernière. Lamar Jackson est toujours une vraie menace aussi au sol. Il a déjà dépassé les 250 yards au sol. C'est quand même pas négligeable. Et par les airs, ça reste aussi vachement impressionnant, parce qu'il a d'ores et déjà dépassé la barre des 700 yards. Ça doit être un des seuls de la ligue, et il le fait. Il arrive à varier. J'aime beaucoup l'apport d'un Likely dans cette attaque. D'ailleurs, je me demande si l'absence d'Andrews n'est pas une bonne chose pour eux, parce que je trouve qu'Isaiah Likely fait un excellent début de saison. Et donc, on aura un match, à mon avis, assez spectaculaire de nouveau. Et je vois tout simplement les Bills l'emporter. Pourquoi ? Parce qu'on est pour moi une défense qui tient plus la route. On est capable de jouer 4 cartons du côté des Bills, ce qui n'a pas encore été le cas du côté des Ravens, malheureusement pour eux. Et ils se sont solidement plantés face aux Raiders, mais la semaine passée, Olivier l'a dit et Greg l'a rappelé, ça a été très mauvais dans le dernier quart-temps.
Ils n'ont rien géré du tout. C'est passé tout juste parce qu'il y a eu suffisamment d'avance. Mais jouer 3 quarts-temps ou 2 quarts-temps et demi ou 3 quarts-temps face aux Bills, ce sera pas suffisant. Et j'ai pas l'impression que défensivement, ils aient les armes pour réellement stopper ce Josh Allen et cette attaque qui tourne bien. C'est vrai qu'au niveau des stats, on a un Cook qui n'est pas exceptionnel, mais il fait tout ce qu'on lui demande. Il court, il fait pas d'erreur. C'est assez propre. Josh Allen varie bien les cibles. Il a de belles cibles. Il y a de jeunes joueurs qui émergent. Donc franchement, je vois pas ce qui peut... c'est vrai que c'est un match qui sera serré, mais je vois pas ce qui peut inquiéter des Bills en toute grande forme. Génial, merci beaucoup. Messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour cette semaine NFL? Rien de spécial. Bon courage à tous. Bon, rendez-vous à Tampa pour Olivier. Hein. Voilà, regardez tous Greg sur M6, écrivez à M6 pour dire on veut plus de Greg. Ouais. On meublera même s'il n'y a pas de match, on s'en tape. Tu nous appelles et puis on fera l'animation, Greg. On fera du Madden, on s'en fout. On a carte blanche, sachez-le. Un monologue d'1h30 sur l'état du football américain en France, ce sera bien ça. Franchement, me tente pas, tu sais que j'ai déjà fait. Hein. J'ai très envie d'avoir ça sur M6. J'ai moins de billes que naguère, mais je suis capable de le faire. Pas de manière aussi violente qu'Olivier, mais en me chauffant, je peux le faire. Bon, on espère que la tempête frappera. Juste sur le stade. Voilà. Bon, merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao. Salut. Salut à tous.